L'échiquier international, bienvenue. L'opération spéciale russe en Ukraine débutait il y a 3 ans, jour pour jour, un conflit que les médias occidentaux ont affiché d'emblée comme une version tendancieuse. Poutine est le méchant et Zelensky en est la victime. Un bon mauvais film américain en somme. Sauf que le conflit dure depuis 3 ans et depuis, cette version a été largement battue en brèche et l'un de ses pourfendeurs n'est autre que le président américain Donald Trump, lui qui avait dit en campagne présidentielle qu'en moins de 24 heures, une fois à la Maison-Blanche, il réglerait définitivement la question. Loin s'en faut, mais n'empêche, il n'est pas allé de main morte contre le président Volodymyr Zelensky, comédien modeste, une partie de l'argent américain pour l'effort de guerre en Ukraine, soit 350 milliards de dollars envolés. Pourquoi l'Amérique s'impliquerait dans une guerre pour l'Europe et surtout que l'officiel ukrainien, souvenez-vous, ancien saltimbanque, quoique, est responsable de la situation, à savoir, selon Trump, une Ukraine brisée et des centaines de milliers, peut-être des millions de morts pour rien. Signé le nouveau président américain Donald Trump. Donc, Zelensky semble être forcé à revenir pour l'instant à la table des pourparlers. Tout le monde semble dans cette histoire renouer avec le principe de réalité, sauf la diplomatie européenne, c'est-à-dire l'Europe des 27, qui envisage d'envoyer des hommes au sol. À voir, à tout de suite pour décortiquer le tout avec nos invités du jour. À tout de suite. Il y a 3 ans débutait l'opération spéciale russe en Ukraine et dans l'intervalle, beaucoup de choses se sont déroulées et on est peut-être au début de la fin de ce conflit. On va en tout cas poser la question à nos deux invités du jour. Tout d'abord, Dominique Delaware, géopolitologue et spécialiste des questions militaires et du renseignement. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Et également avec nous, Jean Bricmont, spécialiste des médias et de la liberté d'expression, essayiste. Il sera bien entendu question de la thématique ce soir. Bienvenue Jean Bricmont. Merci à vous. Commençons par vous, donc Jean Bricmont, on s'en souvient, il y a 3 ans, même sans doute vous, l'observateur des médias que vous êtes, et le récit servi par les médias occidentaux concernant le conflit ukrainien. Alors on nous a distribué les cartes, l'OTAN n'était pas en guerre contre la Russie, ni l'Europe d'ailleurs, Poutine était le méchant. Depuis le retour de Trump aux affaires, il semblerait que ce récit a un peu changé. Il n'a pas beaucoup changé en Europe, hein. Il continue à dire que l'intervention russe était non provoquée, alors qu'on a tout fait pour la provoquer, en refusant d'appliquer les accords de Minsk, et pour commencer évidemment avec le coup d'État en 2014, dit de Maïdan. Et puis après, il y a eu pendant des années des bombardements des populations rebelles dans le Donbass. On n'a pas voulu négocier avec elles. Ces bombardements s'intensifiaient juste avant le début de l'opération militaire spéciale. C'était noté même par l'OSCE, mais ça a été oublié. Et ensuite, il y a eu parce que je pense que les Russes sont intervenus en février 2022 pour forcer l'Ukraine à respecter les accords de Minsk. Et ils sont arrivés à un accord à Istanbul qui était pratiquement signé. Et à ce moment-là, Boris Johnson, évidemment les Américains, étaient intervenus pour dire à l'Ukraine de combattre jusqu'au bout. Et Zelensky contre les intérêts de son peuple. Il ne faut pas oublier non plus que Zelensky avait été élu sur un programme de paix avec la minorité russe en minorité importante, hein, minorité russe en Ukraine, programme qu'il a immédiatement violé en intensifiant la guerre. Et donc, dire que ce n'était pas provoqué, c'est complètement ridicule. Et l'accord d'Istanbul était un bon accord. Il aurait permis de maintenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, moins la Crimée qui a toujours été russe. Et donc, ils ont refusé un accord qui était très bon. Et maintenant, ils vont encore traîner. Moi, si j'étais Poutine, je ferais traîner la guerre parce que plus on attend, plus les Russes avancent et plus la situation sera difficile pour l'Ukraine. C'est aussi simple que ça. Et je pense que Trump l'a compris. Trump veut sauver la face, récupérer peut-être de l'argent, je ne sais pas si c'est ça ce qui l'intéresse, mais en tout cas, il s'en fiche complètement de Zelensky, ça c'est certain. Et donc, Dominique Delaware, on peut aller vers allez-y. les Continuez, Américains. continuez, Jean Bricmont.
Quoi? Continuez, je Non, vous ai coupé, pardon. le problème, c'est est-ce que les Américains vont être prêts à accepter les exigences minimales de la Russie, c'est-à-dire les 4 régions font partie de la Russie ainsi que la Crimée, et puis il faut des garanties de neutralité d'Ukraine, dénazification, mais ça je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, et donc il y a ces revendications-là, et je ne pense pas qu'ils accepteront de négocier en deçà de cela. Après, bon, il y a les 300 milliards gelés, il y a toutes sortes de, il y a les terres rares, il y a toutes sortes de trucs sur lesquels peut-être la Russie pourrait négocier. Sinon, je ne sais pas très bien ce qui pourrait négocier. Et donc, c'est difficile pour Trump, étant attaqué de toutes parts par les médias, par les démocrates, etc., dans son propre pays, d'accepter tout ce que les Russes veulent. Parce qu'on va dire, vous n'avez rien obtenu. Bon, je pense qu'ils ne doivent rien obtenir. Je pense que les revendications russes sont très naturelles, mais ce n'est pas l'avis des Européens. Alors, les Européens, ils vont envoyer des troupes. Non, non, ils vont envoyer des On troupes va en parler. en cas de cessez-le-feu. Ils ne veulent pas les envoyer combattre. Or, les Russes ont dit on n'en veut pas. C'est niet, niet, niet. On ne veut pas de troupes de l'OTAN, même comme en cas de cessez-le-feu. On a encore eu des casques bleus, indiens, brésiliens, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on fait dans la plupart des conflits. Et ils ne veulent pas des Anglais, des Russes, des Anglais et des Français. Les Anglais et les Français veulent envoyer 30 000 soldats. Il y en a 500 000 Russes de l'autre côté. Alors Jean Bricmont, on va en parler. Doucement, on va en parler. Dominique Delaware, je vais vous laisser répondre, mais je vais affiner un peu plus ma question. Vous avez parlé, vous, du siècle d'humiliation de l'Europe qui vient de commencer. On le rappelle, hein, les États-Unis et les Russes se sont rencontrés dernièrement pour une première réunion préparatoire de paix. Ça s'est passé à Riyad, en Arabie Saoudite, où les dirigeants européens n'ont pas été conviés aux discussions. C'est une première depuis 1000 ans, dites-vous, que la sécurité de l'Europe est décidée par l'extérieur. Oui, oui, Je ne sais pas si j'ai dit. aujourd'hui, on a vu que Trump et Poutine se sont entendus pour refuser l'accès aux négociations aux leaders européens, hein. Donc, l'affaire Est entendu. l'affaire n'ira pas plus loin, hein. C'est-à-dire que les Européens n'ont plus droit à la parole, ils sont méprisés par leurs suzerains états-uniens, hein, qui les prend plus en considération. Et on ne voit pas comment les Européens pourraient rentrer dans le jeu à nouveau, sachant que les deux grands qui négocient entre eux, les deux grandes superpuissances qui négocient entre elles, hein, refusent donc l'accès des Européens à la table des négociations. Donc effectivement, c'est une première, hein, c'est une humiliation pour l'Europe, on le voit bien, hein. Les Européens sont paniqués, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils organisent des sommets alternatifs à Paris ou ailleurs, mais Trump et Poutine se moquent bien pas mal de ces sommets alternatifs et de la position des Européens sur le sujet, hein. Alors, Ils vont Dominique traiter Delaware, est-ce entre eux. on peut dire objectivement que c'est le retour du principe de réalité, le principe de la force, quand on voit deux géants qui négocient finalement, qui laissent à la marge l'acteur moyen. Oui, l'acteur moyen, pour ne pas dire l'acteur faible, hein, parce que le maillon faible de l'OTAN, c'est bien l'Union européenne, hein. Quand on parlait tout à l'heure de mise au sol de personnel en Russie, l'OTAN aujourd'hui n'a pas l'OTAN, la composante Union européenne de l'OTAN n'a pas du tout les moyens d'aligner autant d'hommes que les Ukrainiens en ont aligné, hein. Et même, on a vu que les Russes refusaient de toute manière, même en cas de maintien de la paix, le moindre contingent européen, sachant que ces Européens sont tous membres de l'OTAN, alors qu'ils arrivent sous la casquette de membres de l'OTAN ou qu'ils arrivent sous la casquette d'Union européenne, c'est à peu près la même chose, hein. Donc la Russie n'en voudra pas, hein, c'est une ligne rouge pour elle, et donc les Européens resteront en dehors de tout ça, hein. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis quelques semaines, Jean Bricmont. On a entendu par exemple le discours du tout nouveau vice-président américain, J.D. Vance, invité aux premières loges de la conférence de sécurité, c'était à Munich, qui a dit que ce qui menaçait véritablement l'Europe n'était ni la Chine ni la Russie, mais le recul de certaines valeurs de liberté fondamentale. Il a reconnu tout de même que les Américains n'ont pas été un exemple de la défense de ces mêmes valeurs. Mais Vance dit avoir été, par exemple, interloqué quand il a vu Thierry Breton, qui est ex-commissaire de l'Europe, se réjouir
que par exemple les élections en Roumanie aient été annulées après la victoire du membre dit de l'extrême droite, c'est Calin Georgescu, soi-disant il y aurait eu des interférences russes. Mais je vous pose quand même la question, est-ce qu'on peut voir à l'avenir des élections annulées quand il y a des résultats qui ne rentrent pas dans la ligne de la doxa de l'UE des 27? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Ils les ont postposés en Roumanie et on ne sait pas comment ils vont faire quand ils devront un jour ou l'autre tenir ces élections et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'ils arriveront à éliminer Georgescu? Je ne sais pas. Non, surtout les valeurs européennes qui Marine Le reculent. Pen de concourir, d'interdire de participer à des élections présidentielles. Hein. Je ne sais pas s'ils oseront le faire, mais je veux dire, c'est évident que de toute façon, ils ont eu un tel contrôle sur les médias. Ils ont interdit RT donc Russia Today. Ils censurent comme c'est pas possible. Évidemment, il y a un point, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a un point sur lequel Vance, évidemment, n'a pas parlé et qui est évidemment le vrai aux États-Unis aussi, c'est la censure féroce, surtout en Allemagne, de toutes les voix pro-palestiniennes. Je veux dire, c'est un niveau absolument surréaliste. Francesca Albanese, qui est une envoyée spéciale de l'ONU, on lui a interdit de parler dans 2 universités. La Libre Université de Berlin, je crois, et l'Université Ludwig Maximilien de Munich. Et on a arrêté un enfant de 10 ans qui avait un drapeau palestinien. Je veux dire, le degré de répression en Allemagne, et ça, Vance ne va jamais, évidemment, mentionner. Ce qui l'intéresse, c'est les gens qui prient dans les cliniques d'avortement et des trucs comme ça. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, la répression de la liberté d'expression, on ne peut pas appeler au boycott, c'est illégal. Enfin, il y a toutes sortes de restrictions à la liberté d'expression aux États-Unis. Évidemment, on prend aussi des mesures contre les étudiants dits pro-palestiniens dans les universités. On expulse les étudiants étrangers qui sont considérés comme pro-palestiniens, etc., etc. Donc là, je dirais que de toutes les répressions de la liberté d'expression en Europe, et moi j'en sais quelque chose, évidemment, c'est la répression de tout ce qui est pro-palestinien qui est le plus fort. Dominique Delaware, vous avez parlé à l'instant de ce scénario concocté, en théorie du moins, par Olaf Scholz et Emmanuel Macron de l'envoi des troupes au sol. Vous le dites, hein, vous expliquez très bien que vous n'y croyez pas. Mais cette question renvoie au souverainisme. Est-ce que la France, je vous pose la question directement, est-ce que la France est souveraine? Non, aujourd'hui, non. Hein. Aujourd'hui, elle est tout sauf souveraine. Hein. Elle est entre les mains d'une toute petite fraction de l'élite hein, qui s'est autopromue, qui a été promue par les médias hein, et qui dirige le pays sans véritable légitimité hein, et sans, en tout cas, légitimité populaire. Je voulais revenir sur ce que Monsieur Bricmont a dit, hein, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui sur la répression de tout ce qui est pro-palestinien aujourd'hui en matière de liberté d'expression et le reste. Hein. J'ai moi-même été accusé pour avoir remis en cause le diktat, on va le dire comme ça. narratif israélien du 7 octobre en disant qu'il y avait eu des exagérations et que les choses ne s'étaient pas passées exactement comme ça. Et j'ai donné d'ailleurs la réalité. Hein, et je me suis fait accuser d'apologie du terrorisme. Il faut quand même le faire hein, pour la répression. Je voulais aussi revenir sur l'affaire de la Roumanie en disant que en censurant l'élection de Calin Georgescu, on a vu immédiatement après une montée terrible dans les sondages de sa candidature, au point que certains sondages le donnent pour les élections prochaines de mai à plus de 50% dès le premier tour. C'est-à-dire que l'Union européenne a raté son coup hein, en interdisant à M. Calin Georgescu ou en annulant la victoire probable de M. Calin Georgescu, ils rendront sa victoire normalement encore plus éclatante en mai prochain, à moins qu'il ne l'élimine, bien sûr, physiquement, ce qui n'est pas exclu. Hein. Rappelons que le Premier ministre slovaque a échappé de peu à un attentat, hein, M. Fico hein, a échappé à la mort hein, de très peu, hein, et que derrière la main du meurtrier, il y avait certainement un petit peu d'Union européenne.
On n'a pas les preuves, Dominique de la Ward, soyons quand même Oui, oui, prudents. on n'a pas de preuves, Soyons prudents ce soir, ouais, ce que soyons vous dites, prudents. Oui. voilà, On n'a pas de faut être preuves. prudent. Je voulais qu'on reste quand même sur cette question de souverainisme. Quand on a eu l'idée de vous inviter, je voulais évoquer avec vous la fameuse question de la France et des sous-marins français vendus à l'Australie. Vous vous rappelez, les États-Unis ont Oui, oui. annulé la vente. Et la France n'avait pas réagi. Vous qui connaissez bien la chose militaire et vous êtes aussi sensible au souverainisme, comment vous avez ressenti cette affaire, elle est symbolique sur l'état de la France actuelle? Oui, ben, moi, je l'ai pris à titre personnel comme une gifle pour mon pays, hein. C'est une gifle, tout simplement, hein. On n'a pas été capable de réagir et on ne réagira jamais d'ailleurs, hein, Pourquoi qu'on selon soit vous? honnête. Ben, parce Au-delà, qu'on est. au-delà du constat, pourquoi selon vous alors? Ce que je pense, hein, c'est que nos élites actuelles sont tenues. Elles sont tenues par les Américains, hein, par l'État profond américain, ce qu'on appelle l'État profond, les néoconservateurs américains. Quand vous regardez la classe politique actuelle et l'entourage immédiat du président, hein, vous retrouvez le même type d'individus ayant suivi les mêmes formations que les néocons américains, hein, les néoconservateurs américains. Donc, je pense qu'il y a des dossiers, hein, sur un certain nombre d'hommes politiques français. Ben, bien sûr, vous me direz, il n'y a pas de preuves, hein, mais je pense que c'est une conviction intime, et j'ai le droit d'avoir des convictions intimes. Je pense que nos responsables politiques, ou en tout cas les principaux, sont tenus par les coucougnettes, comme on dit, hein, en bon français, et qu'ils ne peuvent faire autrement que de subir ce qu'on leur fait subir. Donc l'affaire des On appelle un sous-marins, chantage. oui, ça s'appelle un chantage, oui, on est d'accord. C'est du chantage. Alors, dans le chantage, il peut y avoir des dossiers personnels, il peut y avoir également des chantages économiques, hein. À partir du moment où vous êtes un État en faillite, comme l'est la France aujourd'hui, hein, avec des déficits budgétaires et commerciaux abyssaux, hein, à partir du moment où vous avez plus rien dans les caisses et que votre bourse est en grande partie tenue par les fonds de pension américains, eh bien, vous êtes dépendant de votre créancier, de vos créditeurs, de ceux qui tiennent votre pays et qui peuvent le ruiner du jour au lendemain. Et donc, on en est là. On en est là. Donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté en France tant qu'il n'y aura pas un retour déjà à un certain équilibre financier, hein, de notre économie, à une économie saine. Et à partir de ce moment-là seulement, on peut être indépendant. Et la Russie nous en a fait une démonstration euh, éclatante, hein, puisqu'elle a réussi, malgré les sanctions, à maintenir le cap de sa souveraineté et en plus à progresser, mais c'est parce qu'elle avait une économie solide et indépendante. Jean Bricmont, on l'a dit, hein, Washington discute en ce moment même avec Moscou. Ils s'étaient pas réunis pour de telles négociations depuis 3 ans. Le but étant la fin des opérations spéciales en Ukraine. Tout le monde pressentait que cela se finirait comme ça il y a 3 ans. Donc, on l'a dit, c'est un retour à la réelle politique. Quand l'UE se dit prête à continuer la guerre, bon an, mal an, on sait que le Royaume-Uni prépare un paquet de sanctions contre Moscou à partir de demain. Mais il n'y a aucun paquet de sanctions qui a marché jusqu'à présent. Pourquoi croire que les prochains vont marcher? Je veux dire, ces paquets de sanctions n'ont fait que du tort à notre économie. Ceci dit, je voudrais faire une remarque sur ce qu'a dit le général Delouard, c'est-à-dire que moi, je vois l'Union européenne, l'européisme et l'atlantisme comme pratiquement une espèce de religion. C'est une espèce de croyance religieuse que nous avons Une en Europe idéologie. et idéologique, si vous voulez. Et donc, on est dans une situation où tout le monde, tous les journalistes, tous les intellectuels, tous les hommes politiques, tous les professeurs d'université dans sciences politiques et des trucs comme ça, sont presque tous, tout le temps à répéter ce dogme qui est que nous avons besoin d'une Union européenne, la souveraineté nationale s'est dépassée, etc., etc. Alors que quand on regarde les peuples, quand on regarde le cœur des peuples, c'est pas du tout vrai. Il suffit d'aller en France, moi je suis belge, pour se rendre compte que les Français sont restés français, mais ils ne veulent pas disparaître. Mais l'Union européenne a cette idée qu'on va créer une Europe souveraine, comme ils disent, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est soumise à Washington. Et donc on est dans un discours, si vous voulez, totalement irréaliste. Alors ils peuvent aussi être dans l'irréalisme et croire qu'ils vont écraser la Russie. Ils ont
le ministre des Affaires économiques françaises a dit qu'ils allaient écraser ou ils allaient détruire l'économie russe. Ça ne s'est pas passé. Tout ce qu'ils ont prédit, tout le narratif, comme on dit, depuis le début de l'opération militaire spéciale a été faux, il a été réfuté par les faits, mais ils ne font pas attention aux faits. C'est une idéologie. Ils ne font pas attention aux faits. Alors justement, Jean Bricmont, la diplomatie européenne, si on continue dans le constat, semble avoir quand même du mal avec le monde multipolaire, dit autrement. Et concernant, par exemple, le dossier ukrainien, on l'a vu aussi avec le dossier palestinien, l'Europe a du mal à faire, à conjuguer le réel, a du mal à faire avec le principe de réalité. Vous dites que c'est à cause de son élite, de l'idéologie de son élite. Est-ce que cela peut changer c'est une idéologie quand même très largement partagée par les milieux intellectuels, politiques, journalistiques, etc. Il y a très très peu d'exceptions. Et même si vous prenez les soi-disant extrêmes, la France insoumise et le Rassemblement national, quand on va au fond des choses, ils sont d'accord avec les dogmes européistes. Hein. Ils veulent une autre Europe, mais ils veulent une Europe supranationale. Or, tout le problème, c'est la supranationalité. Alors évidemment, l'Europe n'a pas de politique indépendante, etc., parce que c'est gouverné par une bureaucratie non élue, irresponsable, etc. Vous auriez demandé à De Gaulle, il vous l'aurait expliqué. D'ailleurs, De Gaulle l'a expliqué à l'époque. Mais bon, il n'y a plus personne qui est gaulliste. Les gens peuvent parler de Gaulle, mais ils n'acceptent pas du tout sa façon de raisonner. Ils ne comprennent pas que la souveraineté est le point fondamental de toute politique. Ça, ils ne veulent pas entendre parler. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, Dominique Delawarde, on est en train de discuter depuis quelques minutes. En substance, ce qu'on conclut, c'est que la paix en Ukraine se fera sans l'Europe. C'est ça ce qu'on est en train de... On va vers ça, visiblement. Oui, elle se fera sans l'Europe, parce que l'Ukraine, sans les moyens américains, c'est mort pour elle. Hein, elle perdra la bataille. Et à partir du moment où la bataille sera perdue, bon, l'Ukraine sera forcée de capituler. Hein, donc l'Europe ou pas Europe, aide de l'Europe. On ne peut pas leur envoyer des centaines de milliers d'hommes, c'est impossible, on ne les a pas. Et quant au matériel et à l'entraînement et à la résilience des soldats, c'est pas au point non plus. Hein. Aujourd'hui, l'Europe est une addition de faiblesses. L'Union européenne, faiblesse économique, bien sûr, hein, et faiblesse militaire aussi. Hein. Donc, on n'est pas en état de faire la guerre contre la Russie à la place de l'Ukraine. Hein, et d'ailleurs, la plupart des chefs d'État s'en sont rendus compte et refuseraient, bien sûr, d'engager leur armée dans une affaire pareille. Hein. Même M. Macron a dit qu'il n'y aurait pas de... Après avoir dit qu'il fallait envoyer des troupes au sol, il est revenu un peu en arrière ces temps derniers. Hein. Je crois qu'il n'a pas du tout envie de voir ces soldats fondre dans les plaines de l'Ukraine. Dominique Delawarde, vous êtes un connaisseur de la chose militaire. On se rend compte que quand même il y a deux idéologies dans les grandes puissances. On voit par exemple la Chine et la Russie qui investissent le temps long. Par exemple, Jean Bricmont disait que la Russie a tout le temps de son côté. C'est pas le cas des Européens. Et on voit par exemple les Européens qui échafaudent des plans sur le court terme. Comment vous expliquez ces notions différentielles avec le réel ? Non, je crois que les plans européens, surtout, sont totalement irréalistes. Hein. C'est-à-dire que c'est de la communication permanente. Les Européens sont dans la communication. C'est-à-dire le mensonge. Dit poliment, c'est le mensonge, la communication. Hein. Oui, c'est ça, c'est du mensonge, mais évidemment, mais c'est du bluff, c'est de tout ce qu'on veut, mais ils sont incapables, évidemment, hein, de mettre à exécution le moindre plan sur l'Ukraine. Hein. Ils n'ont ni la capacité militaire, ni la capacité économique, parce qu'il faut avoir des économies solides pour aller faire la guerre. Or, les économies européennes, aujourd'hui, sont en ruine grâce justement à l'opération spéciale, à 3 ans d'opération spéciale et surtout à 3 ans de coupure de l'énergie et bon marché en provenance de Russie. Hein. L'Allemagne est en récession cette année, en 2024 était en récession et la récession va se poursuivre en 2025, à moins qu'il y ait un changement de cap complet de la gouvernance allemande après les élections qui ont eu lieu aujourd'hui, mais bon, je n'y crois pas trop. Hein, donc on est aujourd'hui incapable de... Et tous les plans que l'on propose, c'est des mots. Ce ne sont que des mots. Hein. Derrière ça, il n'y a rien de solide, hein, qui puisse appuyer le discours.
Alors, Jean Bricmont, on arrive à la fin de notre entretien rapidement. Comment vous voyez d'ici les prochaines semaines cette équation États-Unis, Russie et l'Europe peut-être un peu plus en retrait? Comment vous voyez la suite des événements concernant le dossier ukrainien? Bon, je ne sais pas ce qui va se passer en Allemagne. Le prochain chancelier est le plus belliciste de tous, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il va peut-être devoir tenir compte de la montée de l'AfD, j'en sais rien. Mais l'Europe, de toute façon, n'a pas d'importance. Ils vont continuer à s'agiter. Mais moi, je pense qu'il y aura des continuations des négociations entre les Américains et les Russes. Mais comme je dis, la pilule est difficile à avaler pour les Américains parce qu'il y a un nombre d'exigences russes non négociables, comme j'ai dit, les 4 régions, la Crimée, la démilitarisation. Et si les Américains acceptent ça, je pense que ce serait leur intérêt de l'accepter. Ils n'ont aucun intérêt à continuer cette guerre. Mais s'ils acceptent, je vois déjà les médias américains se déchaîner contre Trump, et tous les démocrates, les libéraux, tous les intellectuels, etc., dire que c'est la trahison et on a abandonné notre allié, etc., et on abandonne la démocratie, ce qui est tout à fait faux, mais enfin, c'est ce qu'ils vont dire. Et donc là, à mon avis, l'astuce de Trump et de son administration, c'est de faire monter la pression pour que l'Ukraine réagisse, et Zelensky réagit de façon de plus en plus agressive. Et s'il réagit de façon agressive, alors Trump pourra dire, vous voyez, ce n'est pas un allié, il nous attaque, il ne veut pas nous rembourser l'argent qu'on lui a prêté, etc., etc. Et ça, c'est une tactique intelligente de la part des Trumpistes pour essayer de faire basculer l'opinion américaine de leur côté et dire, bon, que les Ukrainiens se débrouillent, s'ils nous insultent, ils ne sont pas nos alliés, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Et s'ils doivent se débrouiller tout seuls, comme l'a dit le général Delaware. Merci Jean Bricmont. Alors Dominique Delaware, quelques secondes, le mot de la fin. Allez, 2 phrases. En quelques secondes. Moi, je suis optimiste sur l'avenir. Je pense que l'équipe de Trump est solide cette fois-ci. Contrairement à son premier mandat, elle est très homogène. Et il a réussi, il n'y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, à faire confirmer ses mousquetaires, c'est-à-dire les gens qui vont faire le travail pour lui. Merci Dominique Delaware. Qui sont ces mousquetaires? C'est bien sûr Elon Musk qui est parti en premier au combat, mais derrière, vous avez Tulsi Gabbard qui va neutraliser la CIA, ça va être le facteur de chaos dans le monde, qui va... Merci Dominique Delaware. Malheureusement, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Peut-être ça sera le sujet d'une autre émission. Je vous remercie, vous deux, Jean Bricmont, essayiste, qui était avec nous, spécialiste des médias, et Dominique Delaware, géopolitologue et spécialiste de la chose militaire. Merci messieurs, je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur L24 News.